La Russie ne pourrait pas construire de missiles balistiques ou de missiles de croisière sans les composants essentiels dont on a besoin en provenance d'autres pays. Pas simplement la Chine. Trop souvent, les gens se cachent derrière l'excuse selon laquelle la Chine aide la Russie. Oui, c'est vrai, la Chine aide la Russie. Mais pas seulement la Chine. La Russie se procure des composants auprès d'autres entreprises en Europe, aux États-Unis et à Taïwan. Guerre en Ukraine. Vers une réunion trilatérale Ukraine-États-Unis-Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue imminente d'une réunion trilatérale entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, une première depuis le début de l'invasion russe en 2022. Selon Kiev, ces discussions pourraient se tenir aux Émirats arabes unis, en marge d'intenses négociations diplomatiques menées avec Washington. Cette annonce intervient alors que Volodymyr Zelensky participait au Forum économique mondial de Davos, où il a livré un discours particulièrement ferme à l'égard des Européens. Le président ukrainien a dénoncé ce qu'il qualifie de lenteur et d'indécision de l'Europe, estimant que le continent n'a toujours pas les moyens de se défendre seul face à la Russie. Il a appelé à une Europe plus unie, plus forte militairement, et moins dépendante des États-Unis. Zelensky a également souligné que les documents en cours de négociation avec Washington pour mettre fin au conflit étaient presque prêts, tout en rappelant qu'aucune garantie de sécurité durable ne serait possible sans l'implication directe des États-Unis. De son côté, l'administration américaine a confirmé que ses équipes diplomatiques se rendraient à Moscou, ouvrant ainsi la voie à ses premières discussions trilatérales, encore fragiles mais jugées nécessaires par Kiev. Pour l'instant, aucune date précise ni agenda officiel n'a été communiqué. Reste une question centrale. Cette réunion marquera-t-elle un véritable tournant diplomatique, ou seulement une étape tactique de plus dans un conflit qui dure depuis bientôt 4 ans? Une chose est sûre, la guerre se joue désormais autant sur le terrain militaire que dans les coulisses diplomatiques. On va devoir partir à Davos écouter le président ukrainien. Vous restez en ligne avec nous. Merci d'être là. Everyone remembers the great American film Groundhog Day with Bill Murray and Andy McDowell. Yes, but no one would want to live like that. Personne ne souhaiterait vivre ainsi. En répétant la même chose pendant des semaines, des mois et des années. Et pourtant, c'est exactement ainsi que nous vivons aujourd'hui. C'est notre vie. Et chaque forum, comme celui-ci encore, le prouve. L'année dernière, ici même, à Davos, j'ai conclu mon discours en disant « L'Europe doit savoir se défendre elle-même ». Un an s'est écoulé depuis et rien n'a changé. Nous sommes toujours dans une situation où encore je dois répéter les mêmes choses. Et je me demande bien pourquoi. La réponse ne réside pas uniquement dans les menaces existantes ou potentiellement futures. Chaque année apporte son lot de nouveautés pour l'Europe et puis pour le monde entier. Tout le monde a tourné son attention vers le Groenland. Et il est clair que la plupart des dirigeants ne savent tout simplement pas quoi faire. Il semblerait que tout le monde attend que les États-Unis se calment sur le sujet, avec l'espoir que la tempête passera. Mais si ce n'était pas le cas, que se passera-t-il? Nous avons beaucoup parlé des manifestations récentes en Iran. Elles ont été noyées dans le sang. Le monde n'a pas suffisamment aidé le peuple iranien. Il est resté tout simplement à l'écart. En Europe, on a fêté Noël et puis on a fêté le Nouvel An. On a fêté les fêtes de fin d'année. Lorsque les politiciens sont revenus au travail, ils ont commencé à essayer d'affiner leur opinion, mais l'ayatollah avait déjà tué des milliers de personnes. Et que deviendra l'Iran après ce bain de sang? Si le régime survit, eh bien, ça sera un message très clair envoyé à tous les tyrans. Tuez suffisamment de gens et vous resterez au pouvoir.
Qui en Europe a besoin que ce message devienne réalité? Et pourtant, l'Europe n'a même pas essayé d'élaborer sa propre réponse. Alors, regardons maintenant du côté de l'hémisphère occidental. Le président Trump a mené une opération au Venezuela, Maduro a été arrêté. On a entendu différents points de vue. Le fait est que Maduro est aujourd'hui jugé à New York. Excusez-moi, mais Poutine, lui, n'est pas jugé. Nous sommes dans notre 4e année de cette grande guerre en Europe, la plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'homme qui l'a déclenchée est non seulement libre, mais il continue à se battre pour récupérer l'argent gelé en Europe. Vous savez quoi ? Avec un certain succès, c'est Poutine qui tente de décider comment les avoirs russes qui ont été gelés devraient être utilisés, et non pas ceux qui ont le pouvoir de le punir, de le sanctionner pour cette guerre. Heureusement, l'Union européenne a décidé de geler les avoirs russes pour une durée indéterminée, et je lui en suis très reconnaissant. Merci Ursula, Antonio et à tous les autres dirigeants qui ont contribué à cette décision. Mais lorsque le moment est venu d'utiliser ces avoirs pour se défendre contre l'agression russe, la décision a été bloquée. Poutine a réussi à arrêter l'Europe. Malheureusement. Ensuite, en raison de la position des États-Unis, les gens évitent désormais d'aborder le sujet de la Cour pénale internationale. Et c'est bien compréhensible, c'est la position historique des États-Unis. Mais en même temps, aucun progrès réel n'a encore été accompli dans la mise en place d'un tribunal spécial pour juger l'agression russe contre l'Ukraine. Nous avons un accord. De nombreuses réunions ont eu lieu, mais l'Europe n'a toujours pas réussi à trouver un siège, un lieu pour ce tribunal avec du personnel et des activités concrètes à l'intérieur. Alors, que manque-t-il ? Du temps ou de la volonté politique? Trop souvent, en Europe, il y a toujours quelque chose de plus urgent que la justice. Aujourd'hui, nous travaillons activement avec nos partenaires sur les garanties de sécurité et je leur en suis reconnaissant. Mais celles-ci sont pour après la guerre, une fois que celle-ci sera terminée, une fois que le cessez-le-feu entrera en vigueur, il y aura des contingents et des patrouilles conjointes et les drapeaux des partenaires flotteront sur le sol ukrainien. Ce serait une très bonne initiative et un signal positif que le Royaume-Uni et la France sont prêts à engager leurs forces sur le terrain, et un premier accord a déjà été conclu à ce sujet. Merci Keir, merci Emmanuel et merci à tous les dirigeants de notre coalition. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que notre coalition des volontaires devienne véritablement une coalition d'action. Encore une fois, tout le monde est très positif, mais il y a toujours un mais, le soutien du président Trump est nécessaire. Et encore une fois, aucune garantie de sécurité ne peut fonctionner sans les États-Unis. Alors qu'en est-il de ce cessez-le-feu ? Qui peut contribuer à le mettre en place? Alors en Europe, on adore discuter de l'avenir, mais on évite d'agir aujourd'hui, alors que les actions d'aujourd'hui sont celles qui déterminent l'avenir. C'est là le problème. Pourquoi le président Trump peut-il arrêter les pétroliers de la flotte fantôme et saisir le pétrole et pas l'Europe? Le pétrole russe est transporté le long des côtes européennes. Ce pétrole qui finance la guerre contre l'Ukraine. Ce pétrole contribue à déstabiliser l'Europe. Il faut donc arrêter et confisquer le pétrole russe, puis le vendre au profit de l'Europe. Pourquoi pas? Si Poutine n'a pas d'argent, il n'y a pas de guerre contre l'Europe. Si l'Europe a de la guerre, a de l'argent, elle peut protéger sa population. À l'heure actuelle, ces pétroliers rapportent de l'argent à Poutine, ce qui signifie que la Russie continue de mener son programme.
Ensuite, je l'ai déjà dit et je le répète encore, l'Europe a besoin de forces armées unifiées, des forces armées capables de véritablement défendre l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe se repose uniquement sur la conviction que si un danger survient, l'OTAN agira. Mais personne n'a jamais vraiment vu l'alliance en action. Si Poutine décide de s'emparer de la Lituanie ou de frapper la Pologne, qui répondra? Qui répondra? À l'heure actuelle, l'OTAN existe grâce à la conviction que les États-Unis agiront, qu'ils ne resteront pas à l'écart et qu'ils apporteront leur aide. Mais que se passerait-il s'ils ne le faisaient pas? Croyez-moi, cette question est dans l'esprit de tous les dirigeants européens. Certains tentent de se rapprocher du président Trump, c'est vrai. D'autres attendent en espérant que le problème finira par disparaître. D'autres encore ont commencé à agir en investissant dans la production d'armes, en établissant des partenariats, en obtenant le soutien du public pour augmenter les dépenses de défense. Mais rappelons-nous ceci, avant que les États-Unis ne fassent pression sur l'Europe pour qu'elle augmente ses dépenses de défense, la plupart des pays n'essaient même pas d'atteindre 5% du PIB. L'Europe doit savoir se défendre seule. Si vous envoyez 30 ou 40 soldats au Groenland, dans quel but? Quel message cela envoie-t-il? Quel message cela envoie-t-il à Poutine et à la Chine? Et surtout, quel message est-ce que cela envoie au Danemark, qui est votre proche allié? Soit vous déclarez que les bases européennes protégeront la région contre la Russie et la Chine, et vous établissez ces bases, soit vous risquez de ne pas être pris au sérieux car 30 ou 40 soldats ne protégeront rien du tout. Nous savons quoi faire. Si des navires de guerre russes naviguent librement autour du Groenland, l'Ukraine peut aider. Nous avons l'expertise. Nous avons les armes nécessaires pour faire en sorte qu'aucun de ces navires ne reste. Ils peuvent couler près du Groenland, tout comme ils le font près de la Crimée. Pas de problème. Nous avons les outils et les personnes nécessaires pour le faire. Pour nous, vous savez, la mer n'est pas la première ligne de défense. Nous pouvons donc agir et nous savons comment nous battre là-bas. Si on nous le demandait et si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas. Nous arriverions à résoudre ce problème avec les navires russes. Quant à l'Iran, eh bien le monde attend de voir ce que fera l'Amérique. Le monde n'a rien à offrir, l'Europe n'a rien à offrir et ne souhaite tout simplement pas s'impliquer dans cette question en tant que soutien du peuple iranien et de la démocratie dont le peuple iranien a besoin. Mais lorsque vous refusez d'aider un peuple qui se bat pour sa liberté, les conséquences se retournent et elles sont toujours négatives. La Biélorussie, en 2020, en est le parfait exemple. Personne n'a aidé son peuple. Et maintenant, des missiles russes Oreshnik sont déployés en Biélorussie à portée de la plupart des capitales européennes. Cela ne se serait pas produit si le peuple biélorusse avait gagné en 2020. Nous l'avons répété à plusieurs reprises à nos partenaires européens. Agissez maintenant contre ces missiles en Biélorussie. Les missiles ne sont jamais là pour faire de la décoration. L'Europe reste toujours en mode Groenland. Peut-être un jour, quelqu'un fera quelque chose, qui sait. La question du pétrole russe est exactement la même. C'est une bonne chose que de nombreuses sanctions aient été prises. Le pétrole russe devient moins cher, mais le flux de pétrole ne s'est pas arrêté. Les entreprises russes qui financent la machine de guerre de Poutine continuent à fonctionner. Cela ne changera pas s'il n'y a pas plus et de nouvelles sanctions. Nous sommes reconnaissants
agresseur. Mais soyons honnêtes, l'Europe doit faire plus afin que ces sanctions bloquent ses ennemis aussi efficacement que les sanctions américaines. Pourquoi est-ce si important? Parce que si l'Europe n'est pas considérée comme une force mondiale, si ses actions n'effraient pas les mauvais acteurs, alors l'Europe sera toujours en réaction. L'Europe sera toujours obligée de rattraper son retard face aux nouveaux dangers et aux nouvelles attaques. Nous voyons tous que les forces qui tentent de détruire l'Europe ne perdent pas un seul jour. Elles opèrent librement, même à l'intérieur de l'Europe. Chaque victor qui vit de l'argent européen tout en essayant de vendre les intérêts européens mérite une bonne gifle. S'ils se sentent à l'aise à Moscou, cela ne signifie pas que nous devons laisser les capitales européennes devenir de petits Moscou. Nous devons nous rappeler ce qui nous sépare de la Russie. La ligne de conflit la plus fondamentale entre la Russie et l'Ukraine et toute l'Europe est la suivante. La Russie se bat pour dévaloriser les peuples, pour s'assurer que lorsque les dictateurs veulent détruire quelqu'un, ils peuvent, mais ils doivent perdre le pouvoir et non pas le gagner. Par exemple, les missiles russes ne sont produits que parce qu'il existe des moyens de contourner aujourd'hui les sanctions imposées sur la Russie. Tout le monde voit comment la Russie tente de geler les Ukrainiens. Oui, il fait aujourd'hui moins 20 degrés chez nous. La Russie ne pourrait pas construire de missiles balistiques ou de missiles de croisière sans les composants essentiels dont on a besoin en provenance d'autres pays. Pas simplement la Chine. Trop souvent, les gens se cachent derrière l'excuse selon laquelle la Chine aide la Russie. Oui, c'est vrai, la Chine aide la Russie. Mais pas seulement la Chine. La Russie se procure des composants auprès d'autres entreprises en Europe, aux États-Unis et à Taïwan. À l'heure où je vous parle, nombreux sont ceux qui investissent dans la stabilité autour de Taïwan pour éviter la guerre. Mais les entreprises taïwanaises peuvent-elles cesser de fournir des composants électriques à la Russie? L'Europe ne dit presque rien. L'Amérique ne dit quasiment rien. Et Poutine continue à fabriquer ses missiles. Alors je remercie tous les pays et toutes les entreprises aujourd'hui qui aident l'Ukraine à réparer son système énergétique. Merci. Merci à tous ceux qui soutiennent le programme Pearl, qui nous aide à acheter des missiles patriotes. Mais ne serait-il pas moins coûteux et plus facile de simplement priver la Russie des composants dont elle a besoin pour produire ses propres missiles, ou même détruire les usines qui fabriquent ces missiles? L'année dernière, la plupart du temps a été consacrée à discuter des armes à longue portée pour l'Ukraine. Et tout le monde disait que la solution, elle était à portée de main. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Par contre, les missiles russes et les Shahed sont toujours là. Et nous avons toujours les coordonnées des usines où ils sont fabriqués. Et aujourd'hui, ils visent l'Ukraine. Demain, ils pourraient viser n'importe quel pays de l'OTAN. Et ici en Europe, on nous conseille de ne pas mentionner les Tomahawks aux Américains, tout simplement pour ne pas gâcher l'ambiance. On nous dit de ne surtout pas parler des missiles Taurus. Quand il s'agit de la Turquie, les diplomates nous disent d'essayer de ne pas offenser la Grèce. Quand il s'agit de la Grèce, ils disent attention, ne pas offenser la Turquie. En Europe, les disputes internes sont sans fin. Et les non-dits sont légion, ce qui empêche l'Europe de s'unir et de parler franchement pour trouver de vraies solutions. Trop souvent, les Européens se retournent les uns contre les autres, dirigeants, partis, mouvements et communautés, au lieu de s'unir pour arrêter la Russie qui apporte la même destruction à tout le monde. Au lieu de devenir une véritable puissance mondiale, l'Europe
reste un magnifique kaléidoscope fragmenté de petites et de moyennes puissances. Au lieu de prendre l'initiative de défendre la liberté dans le monde entier, en particulier lorsque les Américains sont occupés à faire d'autres choses, l'Europe semble bien perdue. Essayons de convaincre le président américain de changer. Vous savez quoi? Il ne changera pas. Le président Trump aime qui il est. Et il dit qu'il aime l'Europe, mais il n'écoutera pas cette Europe-là. Un des plus gros problèmes pour l'Europe d'aujourd'hui, même si on n'en parle pas très souvent, c'est l'état d'esprit. Certains dirigeants européens sont européens, mais pas forcément pro-européens. Et on ne parle pas juste de géographie, d'histoire ou de transition, pas de grande puissance. Certains Européens sont très puissants, Il y en a beaucoup qui disent il faut que nous restions debout, que nous soyons forts. Mais ils veulent toujours que quelqu'un leur dise à quel point ils doivent se tenir comme ça debout. De préférence, au moins jusqu'à la prochaine élection. C'est pas comme ça que marche une vraie puissance, à mon sens. Les dirigeants disent « Oui, mais nous devons défendre les intérêts européens », en espérant que quelqu'un d'autre le fera à leur place. Et quand ils parlent de valeur, ils veulent souvent dire ce qui a de la valeur. Ils disent tous « Nous avons besoin que quelque chose remplace l'ancien ordre mondial ». Mais où est cette première ligne de dirigeants qui sont prêts à agir et à agir tout de suite, dans l'air, sur terre et sur mer, pour construire ce nouvel ordre mondial? On ne peut pas construire un ordre mondial avec des mots. Il n'y a que des actions qui le permettent. Aujourd'hui, l'Amérique a lancé son Conseil de la paix, l'Ukraine a été invitée, la Russie aussi, le Bélarus, alors que la guerre n'a pas encore cessé. Nous n'en sommes même pas encore à un cessez-le-feu. J'ai bien vu qui a rejoint ce conseil. Chacun a sans doute ses raisons. Mais il reste que l'Europe n'a même pas réussi à déterminer une position unifiée sur cette idée américaine. Peut-être que ce soir, lors de la réunion du Conseil européen, quelque chose sera décidé. Mais les documents ont déjà été signés ce matin. Et ce soir, ils vont peut-être aussi décider quelque chose pour le Groenland. Mais hier soir, Mark Rutte a discuté avec le président Trump. Merci Mark pour votre productivité. L'Amérique est déjà en train de changer de position, mais on ne sait pas encore comment. Alors les choses bougent plus vite que l'Europe. Le monde bouge plus vite que l'Europe. Comment est-ce que l'Europe peut garder le rythme? Chers amis, il ne faut pas que nous nous cantonions à des rôles secondaires quand nous avons cette chance qui nous est offerte d'être ensemble une superpuissance. Il ne faut pas accepter que l'Europe n'ait qu'une petite Macédoine de puissance moyenne assaisonnée par les ennemis de l'Europe. Quand nous sommes unis, nous sommes véritablement invincibles. L'Europe peut et doit être une force mondiale. Pas une qui réagit toujours avec un temps de retard, mais une qui définit l'avenir. Cela aiderait tout le monde, du Moyen-Orient et dans toutes les autres régions du monde. Cela aiderait l'Europe elle-même, parce que les défis auxquels nous faisons face sont des défis qui menacent nos modes de vie européens. Là où les gens comptent, où les nations comptent. L'Europe peut aider à construire un monde meilleur. L'Europe doit construire un monde meilleur. Un monde sans guerre, bien sûr. Pour cela, l'Europe doit être forte. Pour cela, il faut que nous agissions ensemble et que nous agissions vite. Et surtout, nous devons avoir le courage d'agir. Et nous travaillons activement pour trouver des solutions réelles. Aujourd'hui, nous avons rencontré le président Trump. Nos équipes travaillent quasiment tous les jours dessus. Ce n'est pas simple. Les documents qui visent à mettre fin à cette guerre sont quasiment prêts. Et ça,
Ça compte vraiment. L'Ukraine travaille de façon honnête et déterminée. Et cela apporte des résultats. La Russie doit aussi être prête à mettre fin à cette guerre, à cesser cette agression russe, cette guerre russe contre nous. Donc la pression doit être suffisamment forte et le soutien à l'Ukraine doit être encore plus fort. Nos précédentes réunions avec le président Trump nous ont permis d'obtenir des missiles solaires. Aujourd'hui, nous avons parlé de la protection du ciel pour protéger des vies. J'espère que l'Amérique continuera à se tenir à nos côtés. Et pour cela, l'Europe doit être forte. L'Ukraine est prête à aider tout ce qui permettrait de garantir la paix et de prévenir les destructions. Nous sommes prêts à aider les autres à se renforcer. Nous sommes prêts à faire partie d'une Europe qui compte vraiment. Une Europe de vraie puissance, une grande puissance. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette puissance pour protéger notre propre indépendance. Mais vous avez besoin de l'indépendance ukrainienne, vous aussi, parce que demain, vous aurez peut-être à défendre votre propre mode de vie. Quand l'Ukraine est avec vous, personne ne pourra se servir de vous comme d'un paillasson. Et vous aurez toujours les moyens d'agir et d'agir en temps et en heure. C'est très important. Agir en temps et en heure. Chers amis, aujourd'hui, c'est l'une des dernières journées de Davos, mais certainement pas le dernier sommet de Davos. Tout le monde est d'accord pour le dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'une certaine façon, les choses finiront bien par se résoudre par elles-mêmes. Mais on ne peut pas compter sur ce d'une façon ou d'une autre. La vraie sécurité n'existe pas que la confiance dans un partenaire ou la confiance dans la chance. Aucune discussion intellectuelle n'a la capacité de faire cesser une guerre. C'est agir qu'il faut. L'ordre du monde découle de l'action. Nous avons simplement besoin du courage d'agir. Sans agir aujourd'hui, il n'y aura pas de lendemain. Mettons fin à ce jour sans fin. Et oui, c'est possible. Merci. Slava Ukraine.